Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo de compilation des lectures des contes zen. Comme d'habitude, vous pourrez trouver les minutages et des liens vers le livre et le jardin zen en description. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt. Oreiller d'Est, oreiller d'Ouest. Cette histoire est maintenant du passé. Dans la province de Shenxi, près de la cité de Shuan, il y avait en ce temps-là un homme qui nourrissait dans son cœur une haine implacable contre le seigneur, Yang Wuwei. Les raisons en étaient obscures et lointaines, mais Yang devait être tué. Or, celui-ci venait d'épouser une femme gracieuse et belle, dont le cœur était droit. Un matin, l'homme se glissa dans la maison de Yang Wuwei qui était absent. Alors, il se saisit du père de l'épouse, le lia, lui mit un couteau sur la gorge et dit « Première épouse, indique-moi où est ton mari, sinon je coupe le cou du vieil homme à l'instant. » « Je te le dirai, fit la noble épouse, qui avait gardé son sang-froid. Laisse aller mon père, reviens cette nuit, entre dans la chambre nuptiale. Je dors sur l'oreiller de l'ouest, mon époux sur l'oreiller de l'est. Tu pourras le tuer aisément. » L'ennemi lâcha le vieil homme et s'en alla. Pendant la journée, Pao Tai vaqua à ses occupations habituelles. Elle était peut-être un peu plus grave et pensive, mais toujours calme et sereine, comme à l'ordinaire. Elle rencontra la jeune Zhu, une concubine qu'elle aimait d'amitié. Toutes deux se tinrent par les manches et parlèrent longtemps en chuchotant. Quand l'époux rentra, Pao Tai ne l'informa pas de la visite de son ennemi. Yang revenait d'un voyage, il avait passé une journée harassante. Il se mit au lit assez tôt et posa sa tête sur l'oreiller de l'est. Au premier quart de la nuit, Pao Tai se leva. « Que fais-tu » interrogea Yang. « C'est pour le petit motif » répondit modestement Pao Tai. Quand elle revint, elle dit « Mon cher seigneur, je suis un peu indisposée. Consentez-vous à changer de place avec moi? Je dormirai sur l'oreiller de l'est. Ainsi je vous importunerai pas si je dois me lever à nouveau. » Yang, qui dormait à moitié, accepta dans un grognement. Peu avant l'aube, la nuit était profonde encore. L'ennemi pénétra dans la maison. Il tenait à la main son grand sabre de guerre. Il alla droit à la chambre des époux, et d'un seul éclair de la lame, il trancha la tête posée sur l'oreiller de l'est. À ce moment, il se pencha pour contempler de près Yang enfin mort. Mais il vit la face blême de Pao Tai et ses longs cheveux défaits. Il comprit que la femme avait changé de place avec son mari, et son âme connut le remords et la pitié. Alors, la haine qui lui brûlait le cœur depuis tant d'années le quitta. Il fit le serment de mettre un terme à la longue vindicte qui déchirait les deux familles, et Yang lui devint comme quelqu'un de même os et de même chair. Ainsi, il y eut une épouse qui, sans hésitation ni forfaiterie, ni parole inutile, offrit sa vie pour son mari, et dans le même élan subrocha l'amour à la haine, la paix au combat. Mais cette sorte de femme est très rare. Ainsi elle est connue et honorée dans toute la Chine, et peut-être au-delà. Ainsi a-t-il été rapporté des choses du passé. La jeune fille taupe. On est injuste avec la taupe. Il est exact qu'elle y voit peu, mais sa vision est fort bien adaptée à son milieu souterrain. Son poil gris, lustré, distingué, est un parangon d'élégance. Et que dire de ses petites pattes en forme de pelle qui joignent l'utile à l'agréable? Bref, dans cette histoire, il sera question d'une demoiselle taupe, merveille, délice, miracle de la jante taupine. Ses parents, justement fiers de leur progéniture, de situation aisée, ils possédaient en nue propriété plusieurs dédales de couloirs fort bien situés, songeaient à marier leur unique enfant à un personnage de qualité. Qui choisir? Sur le conseil d'un vieux monsieur taupin qui avait beaucoup voyagé au temps de sa jeunesse, ils pensèrent d'abord au soleil. Celui-ci, quoique mal connu chez les taupes, était apprécié par certains cousins de surface qui en disaient grand bien. Mais on ne pouvait s'engager à la légère, l'avenir de leur fille bien-aimée était en jeu. Aussi,
choisirent-ils un enquêteur patenté afin d'obtenir de plus amples informations sur le personnage. Après plusieurs semaines de recherche, le détective fit son rapport. C'est assurément quelqu'un de très brillant. Ah, firent les parents impressionnés. Mais un détail m'inquiète, ajouta le détective. Un nuage suffit à le ternir, à l'occulter et même à le faire disparaître. Si les nuages sont plus puissants que le soleil, s'écrièrent les parents, nous voulons pour gendre un nuage. Allez et découvrez un nuage de haut rang pour notre cher enfant. L'enquêteur repartit, fit la tournée des nuées. Il chercha longtemps, examina de près Sirius, Cumulus, Stratus et Nimbus. Enfin, il repéra un jeune homme nuage, bel et bien fait, tout vêtu de blanc avec une frange de gris, très élégant. Il s'apprêtait à lui communiquer la flatteuse proposition des parents de la jeune fille, quand survint un brusque coup de vent qui coupa en deux l'élégant, le dispersa, l'émietta, le réduisit à néant. Il revint découragé à la taupinière. Bien, admirent les parents, nous nous sommes laissés égarer par les apparences. Le vent est donc le gendre qu'il nous faut absolument. Le vent, mais quel vent? Le mistral, le sirocco, le vent d'Autan, l'harmattan, le chinook, le zéphyr, le cherkid au plateau d'Algérie, le bora qui souffle sur les îles Heureuses, le vent d'ouest porteur de pluie, le suroît, le faune, la tramontane ou l'aiguillon. Le détective en attrapait le tournis quand il remarqua un vent d'est, jeune et affûté, qui s'acharnait avec une belle vigueur contre un mur de pierre. Il s'approcha intéressé, le vent soufflait à perdre son haleine, et il soufflait, et il soufflait. Tu peux toujours déchiner, disait le mur goguenard, tu ne m'ébranleras pas, je suis plus fort que toi. Incroyable, pensa l'enquêteur, ce mur de terre résiste, et le vent s'épuise en vain contre lui. Je vais devoir réviser mon jugement, ce n'est pas le vent le plus puissant. Inutile que je fasse le voyage jusqu'à la taupinière, je sais bien ce que me diront les parents. Entamer des négociations avec ce mur inébranlable, qui se moque du soleil, des nuages et du vent. Les pourparlers commencèrent. Ils étaient en bonne voie quand le détective s'aperçut que son interlocuteur s'effritait sous ses yeux. Il s'éboulait par pans entiers, se délitait, se crevassait, enfin s'écroulait, miné de l'intérieur par une monstrueuse mégapole taupine. Que croyez-vous qu'il arriva? C'est un jeune homme taupe que la jeune fille taupe épousa. Le prince Touti et les dragons. Le prince Touti manifesta dès son plus jeune âge une passion immodérée pour les dragons. Il n'aimait que les jouets et les images qui les représentaient. Ses parents indulgents tapissèrent sa chambre de tous les dragons imaginables, des jaunes, des rouges, des blancs. Il ne s'en lassait jamais, et son plus cher confident était un dragon d'étoffe à la gueule faussement menaçante, qui ne quittait jamais ses bras, ni son cœur. Devenu adulte et maître de ses biens à la mort de ses parents, il consacra toute sa fortune à s'entourer de dragons. Il fit venir dans sa demeure les peintres les plus réputés et leur ordonna de décorer selon ses vœux les planchers, les cloisons, les murs, les plafonds. Partout où je poserai les yeux, leur dit-il, je ne veux voir que des dragons. Ainsi fut fait, mais Touti n'était pas encore satisfait. Il fit appeler les sculpteurs qui avaient ciselé les 2 dragons d'or qui ornent le palais de l'empereur. Je veux une réplique de ces 2 dragons, leur dit-il. Ensuite, vous sculpterez en forme de dragon toutes les colonnes, tous les piliers de ma maison. Peu importe le temps ou l'argent, mais que votre œuvre soit criante de vérité. Les artistes, les ouvriers, leurs aides, tous se mirent à la tâche. Nul ne vit jamais dans une habitation semblable foisonnement de dragons. Il y en avait dans les recoins, sur les plus petites aspérités, et ils étaient si exacts qu'on les croyait sur le point de parler. Mais le prince Touti n'était pas encore comblé. Il appela auprès de lui le plus grand tisserand du royaume. Il lui commanda 7 tentures de soie, 9 tapis de laine représentant des dragons de toutes les couleurs, des jaunes, des rouges, des noirs, des blancs et même des bleus si rares. Le travail fut exécuté. Touti aurait dû être satisfait, mais il se lamenta
rocher blanc, rêvait. Il admirait le beau dragon bleu qui ornait le plafond, quand son regard tomba par hasard sur une vision de cauchemar. Une face ignoble se montrait à la fenêtre, deux crocs dans une bouche édentée qui se tordait en une immense grimace. Comble de l'horreur, le monstre lui souriait. Le prince Touti, voyant un vrai dragon, s'enfuit épouvanté. Le moine et le pain parasol. Le moine du nom de Dory était surnommé par les habitants du lieu Maître Nid d'Oiseau. Un célèbre poète décida de lui rendre visite. Quand il arriva au pied de l'arbre, le moine pratiquait le zazen, la posture d'éveil. Les jambes repliées en lotus, le dos droit, les yeux à demi fermés, le regard posé 2 mètres environ devant lui, les mains dans le giron, paume en haut, la main gauche sur la main droite, les pouces formant un dôme et se touchant légèrement. La respiration égale, régulière, paisible, les lèvres jointes sans être serrées, la langue posée contre la voûte du palais, l'attention fixée sur le hara, ce point situé 4 centimètres environ au-dessous du nombril. L'esprit enfin pénétré de silence, le silence zen qui n'est pas simple absence de bruit, mais qui permet d'appréhender l'essentiel, rend proche et familière la vie et la mort, mêle notre petite existence à la vie universelle, ouvrant-nous la porte secrète et le chemin d'absolu. Le poète, engagé dans le monde, plein d'espoir, de désir, de peur, de bruit, de fièvre, de gloriole, interpella le maître zen. Faites attention, dit-il, vous pourriez tomber de cet arbre, votre posture est dangereuse. Le silence seul lui répondit. Il allait se retirer, un peu dépité, quand le saint moine prononça ces paroles. Mon ami, vous êtes un poète, vous vivez dans l'émotion, la passion. Votre esprit est sans cesse en mouvement. Je le sens anxieux, tourmenté. C'est vous qui êtes en grand danger. Alors, parce que le zen se transmet d'esprit à esprit, d'être en être, le poète connut la servitude et la prison de son ego. Il eut le vif désir de se libérer. Maître, que dois-je faire demanda-t-il avec humilité. Pratiquez le bien, cherchez votre visage originel, dit le maître, et sur ces mots, il rentra dans son silence. Ainsi a-t-il été rapporté. Le tambour magique. Il était une fois un jeune garçon nommé Gengoro. C'était un va-nu-pied, un galvaudeux, un vagabond qui traînait par les chemins ses haillons et qui n'avait ni père, ni mère, ni maison. Un matin d'été, il se réveilla au bord d'une rivière et il découvrit dans un fourré un petit tambour magique abandonné par quelques dieux des eaux. Tout joyeux de l'aubaine, il le prit, l'attacha à sa ceinture et voulut aussitôt vérifier ses pouvoirs. Mon nez grandit, grandit, dit-il en tapant sur le tambour, et son nez grandit, grandit, et plus il frappait sur le tambour, et plus son nez s'allongeait. Son appendice traversa bientôt la rivière et, à son grand amusement, pointa au-dessus de la cime des arbres, de l'autre côté de l'eau. Mon nez rétrécit, rétrécit, dit-il alors en tapant sur son tambour, et son nez retrouva sa taille normale. C'était un jeu très distrayant, et Gengoro, qui avait l'esprit farceur, l'eut bien prolongé. Mais en cheminant, il réfléchissait. Utiliser à bon escient ce tambour magique pouvait lui procurer gloire et fortune. Or, il passait à ce moment devant la demeure d'un grand seigneur qui avait, disait-on, une fille belle comme le jour en âge de se marier. Gengoro, son tambour magique attaché à la ceinture, rôda aux alentours. Enfin, il découvrit un trou dans une haie de clôture, il s'y glissa et, après avoir traversé plusieurs cours, il se retrouva dans le gynécée. Là, une très belle jeune fille, comme il n'en existe que dans les rêves, était assise au bord d'un bassin et contemplait dans l'eau une fleur de lotus. Gengoro s'approcha et il murmura en frappant sur son tambour magique. Nez de jeune fille, rétrécis, rétrécis. Le nez de la jeune fille diminua tant et si bien qu'il disparut.
aperçut sa fille, il poussa un cri d'effroi. Elle n'avait plus de nez, son visage était plat comme une galette. Hélas, dit le malheureux père, comment allons-nous marier notre enfant? Qui voudra de monstre? Il faut absolument trouver un médecin qui lui rende son nez et sa beauté en vue. Alors défilèrent dans la noble demeure les médecins les plus célèbres de tout le pays, mais aussi les guérisseurs, les mages et même les charlatans. On ne refusait personne tant l'on espérait un miracle. C'est à ce moment que Gengoro se présenta. Les serviteurs faillirent le chasser tellement il avait piètre allure, mais ils obéirent aux consignes et il fut introduit à son tour dans la chambre de la jeune fille. Celle-ci se cachait derrière un paravent. Gengoro s'installa et dit à voix haute, en frappant discrètement sur son tambour magique. Nez de jeune fille, grandis, grandis. Oh miracle! Au fur et à mesure qu'il parlait et frappait sur son tambour, le nez apparaissait, se dégageait, retrouvait sa taille habituelle. Le grand seigneur, fou de joie, combla Gengoro de cadeaux. Un magnifique banquet fut donné en son honneur. Il reçut un habit neuf, un équipage complet, un palanquin et des serviteurs. On lui offrit même une maison et les terres attenantes. Gengoro mena quelque temps une existence de plaisir, et s'il eût voulu, sa fortune était faite. Mais bientôt il s'ennuya. Un matin, après avoir remercié le grand seigneur de ses bienfaits, il reprit la route, préférant à la richesse et aux honneurs la pauvreté et son insolente liberté. Il était une fois trois cavaliers. Il était une fois trois cavaliers. Le premier, tout caparaçonné d'or, brillait comme un soleil. Le deuxième, vêtu de blanc et d'argent, étincelait. Le troisième, couleur de bronze, était gris de la tête aux pieds. Tous les trois hantaient l'épaisse forêt proche d'Osaka. Les froides nuits d'hiver, les pauvres bûcherons les entendaient passer. Quelquefois, ils apercevaient les grandes épées scintiller sous la lune, et chacun rentrait chez soi terrorisé. Une nuit de nouvel an, le pauvre Gohei tremblait de froid dans sa cabane. Il décida d'arracher quelques lattes pour allumer un feu. À peine avait-il enlevé trois planches que surgissait devant lui un petit vieillard, débusqué dans sa cachette. « Qui es-tu et que fais-tu sous mon plancher » demanda Gohei. « Je suis le dieu des pauvres, et je m'étais réfugié chez toi afin de passer tranquillement l'hiver, » fit l'intrus. Gohei, qui avait bon cœur, l'invita à se chauffer et partager son modeste repas. Quand le dieu eut bien vidé son écuelle, il se caressa l'estomac avec satisfaction et déclara « Maintenant, je boirai volontiers un petit verre de saké. »« Je n'ai pas de saké, avoua Gohei. »« Comment ? Pas une goutte d'alcool pour fêter le nouvel an. »« Je t'ai déjà offert tout ce que j'avais, fit Gohei, et je ne le regrette pas, ajouta-t-il, car nous avons conversé de bonne amitié, et c'est le plus agréable nouvel an que j'ai vécu depuis longtemps. »« Tu es un brave garçon, fit le dieu des pauvres, mais tu es décidément trop gueux, même pour moi. Aussi vais-je abandonner ta cabane. Avant, je te confierai un secret qui te permettra, si tu le veux, de devenir riche. »« Que dois-je faire » interrogea Gohei, les yeux brillants. « La prochaine fois que passeront trois cavaliers, saisis un cheval par la bride et arrête-le, quoi qu'il t'en coûte. » Sur ces mots, le dieu des pauvres s'évanouit dans l'air si prestement que Gohei crut à demi avoir rêvé. La nuit suivante, Gohei, tout tremblant mais résolu, se tenait au milieu du sentier qu'empruntaient les trois cavaliers. Minuit sonnait. Comme l'ouragan, ils arrivèrent. Le premier était vêtu d'une longue tunique d'or, la face couverte d'un masque si horrible que Gohei recula d'un pas. Le deuxième, blanc et argent, était déjà là. Il brandit une épée menaçante et passa. Le dernier cavalier était gris. On le distinguait à peine dans la nuit. Gohei se jeta sur lui, agrippa les rênes. Le cheval se cabra, se dégagea. Et bientôt s'estompait dans le lointain le galop des trois cavaliers. Désespéré, Gohei rentra dans sa cabane. Il y trouva le dieu des pauvres. « Gohei, Gohei, fit celui-ci en hochant la tête, tu ne veux donc pas sortir de ta misère ? Écoute, je veux bien t'accorder une ultime chance. Cette nuit, place-toi sur le chemin des trois cavaliers. Essaie d'en arrêter un. Si tu n'y parviens pas, tu resteras toute ta vie un train de misère. Il ne te faut que du
deuxième était là. Koei se jeta sur les rênes, mais elles glissèrent entre ses mains dans un éclair argenté. Alors, Koei résolut de mourir plutôt que de laisser s'échapper le dernier cavalier. Il saisit la bride du cheval gris, s'y accrocha, il s'y cramponna les ongles et les dents, il s'y pendit de toutes ses forces. Le cavalier leva sa grande épée, le malheureux ferma les yeux mais ne lâcha pas les rênes. Il était emporté, traîné, secoué comme un sac de riz, il résistait toujours. Peu à peu, l'allure du cheval gris ralentit. Koei ouvrit les yeux, le cavalier avait disparu. À sa place, il tenait entre ses mains une besace emplie à ras-bord de pièces en bronze. Koei ne posséda jamais de pièces d'or ou d'argent. Il ne fut jamais riche, mais il eut assez de pièces en bronze pour vivre décemment. Il épousa une jeune fille modeste et sage. Ils eurent beaucoup d'enfants, et ils vécurent heureux longtemps. La femme de glace. Il était une fois un jeune homme seul. Il vivait dans une pauvre cabane, sans amis ni parentèle. Un matin d'hiver, il observait les stalactites qui se formaient au bord du toit, gouttes de cristal étincelant dans le soleil. Il s'écria « J'aimerais que le ciel m'envoie une épouse qui eût la blancheur irisée, la merveilleuse beauté de la glace. » Ce soir-là, il s'apprêta à se coucher quand l'on frappa à la porte. « Qui est là ? Je suis la jeune fille que vous avez réclamée ce matin au ciel. Je viens m'offrir à vous comme épouse. » Le jeune homme intrigué ouvrit aussitôt. Sur le seuil se tenait une jeune femme très belle. Ses mains étaient opalines, ses joues nacrées scintillaient sous la lune. « Entrez, fit-il séduit. Quand la jeune femme fut installée dans la cuisine, il l'interrogea. « Êtes-vous bien décidée à m'épouser ? Je suis pauvre, je loue mes services à qui veut bien m'employer. Je suis un mauvais parti, et vous êtes si belle. » Elle répondit qu'elle savait tout cela, et que, s'il voulait bien l'accepter, elle resterait dans sa maison. Ils se marièrent et vécurent toute une année dans une harmonie parfaite. Un jour, l'un de leurs voisins, qui était un homme serviable et courtois, les invita à une fête d'anniversaire. Il leur proposa d'utiliser à cette occasion le bain chaud qu'il venait de faire installer chez lui, et dont il était très fier. La femme refusa, prétextant qu'elle craignait l'eau chaude par-dessus tout. Mais le jeune mari insista. « Nous ne pouvons offenser notre hôte, un voisin si aimable. » Elle céda. Le soir du bain, le mari, ne la voyant pas revenir, s'inquiéta. Il alla la chercher. À la place, il ne trouva que 2 rubans bleus et un peigne d'écaille qui flottait sur l'eau. La femme de glace avait fondu. Ainsi a-t-il été rapporté. Choe-Yung, la courtisane. Un haut chignon, des coques en ailes de phénix coiffant ses cheveux de jais, les joues de porcelaine, des pieds délicats. Elle avait 15 ans, Choe-Yung, et la taille si fine qu'au moindre souffle on craignait qu'elle s'envolât. Au pavillon bleu, elle était la plus sollicitée des courtisanes. 1 heure en sa délicieuse compagnie valait 13 pièces d'or. Sa mère jalousement y veillait. Mais il est vrai qu'elle chantait comme le rossignol prônier. Ses doigts vous effleuraient comme la rosée, et le regard de ses yeux noirs était déjà une caresse. On venait de loin dans la petite ville de Yuan pour l'admirer. Elle servait le thé, jouait de la cithare, et même aux échecs avec ceux dont la bourse était modeste. Seuls les riches marchands, quelques mandarins de passage, la suivaient dans les appartements privés. Parmi ses admirateurs, il y avait un beau jeune homme, pauvre, un artiste, qui la regardait de loin avec ferveur. Un jour, il put réunir assez d'argent pour offrir à Choe-Yung un modeste présent. Il s'avança au milieu des prétendants, leurs yeux un bref moment se croisèrent, et à l'instant, une douceur inconnue envahit leur cœur. Oyo, dans sa main, tenait un poème. Il le donna à la jeune fille. Elle le prit sans un mot. Le lendemain, il était là, mais il n'avait plus assez d'argent pour offrir un nouveau présent, et il ne put s'approcher. La terrible marâtre veillait. Un tableau qu'il vendit permit enfin à Oyo d'acheter un cadeau honorable.
second poème qui l'émut jusqu'aux larmes. Les bateliers, elles, les voyageurs, certains traversent, moi pas, certains traversent, pas moi. Tout était dit, l'amour, l'espoir, la promesse. 2 jours plus tard, il réussit à faire parvenir à Chuang-Yu sa réponse. Hiver glacé, route enneigée, si vous êtes ma tendre amie, main dans la main, nous ferons le chemin. Quand il se présenta au pavillon bleu, Oyo fut abordé par une servante. Suivez-moi, dit-elle. Ils traversèrent la foule. Chuang-Kyung l'attendait, installé à sa place habituelle. J'accorde un entretien privé à ce jeune homme, expliqua-t-elle, pour un cadeau secret qu'il me fit. Les hommes qui l'entouraient s'inclinèrent. Elle pria Oyo de s'asseoir auprès d'elle. Voulez-vous passer la nuit avec moi demanda-t-elle, afin de converser et de mieux nous connaître. Hélas, répondit Oyo, j'ai épuisé mes faibles ressources. Je ne suis qu'un pauvre lettré. L'intimité de votre corps est pour moi un rêve merveilleux et inaccessible. Alors ils se turent, assis tristement l'un à côté de l'autre. Bientôt la marâtre intervient. Elle fit signe à Chuang-Yu. Un riche marchand la réclamait. Les jeunes gens se quittèrent. Oyo, accablé, résolut de ne plus revenir au pavillon bleu. Il adressa à sa bien-aimée ce dernier poème. Aussi longtemps que nous mangerons le riz de ce monde, nous serons séparés. Dans notre tombeau, enfin, nous dormirons ensemble. Une semaine plus tard, Oyo quittait la ville et les mois s'écoulèrent au sablier du temps. Un soir d'hiver, la neige tombée en abondance avait tout revêtu de silence. Au pavillon bleu, les clients étaient rares. Un étrange visiteur se présenta, qui portait des habits inconnus dans la contrée. À la main droite, il avait une bague ornée d'un serpent dragon aux yeux jaunes. L'homme était riche, et il obtint sans peine un entretien avec la perle des courtisanes, Chuang-Yu. Elle commença à jouer pour lui sur sa cithare un air mélancolique, en l'accompagnant de sa voix mélodieuse. Le visiteur la regardait avec bonté. Soudain, il leva un doigt, le posa sur le front de la jeune fille, en disant par 2 fois ces mots. Dommage, dommage. Et il s'en alla, aussi mystérieusement qu'il était venu. Le soir, en se couchant, Chuang-Yu vit dans son miroir une tache noire qui était apparue à l'endroit où l'étranger l'avait touchée au front. Elle se lava avec énergie, mais la tache ne s'effaça pas. Les jours qui suivirent, elle s'étendit au contraire à tout le visage. Quelques semaines plus tard, Chuang-Yu, la face noire et crevassée comme celle d'un démon, avait perdu sa beauté. Les clients refusaient désormais de payer pour la voir ou l'entendre chanter. Elle devint un objet d'horreur. La marâtre la plongea tout entière dans un baquet, l'injuria, l'abattit, rien n'y fit. Alors on voit la malheureuse aux plus basses besognes. Fille de cuisine, souillon, souffre-douleur des plus humbles servantes, elle devait coucher à l'écart sur un tas d'ordures. Oyo apprit un matin de la bouche d'un voyageur l'histoire extraordinaire d'une courtisane de la petite ville de Yuan. Il s'enquit de son nom. Quand il connut la déréliction où était tombée sa tendre amie, il vendit tous ses biens, et même un champ qu'il avait reçu en héritage. Il se présenta au pavillon bleu et proposa à la maîtresse de racheter sa fille. Celle-ci y consentit, trop heureuse de se débarrasser d'un monstre. Ils s'en allèrent en silence. Chuang-Yu avait caché sa face noire sous un pan de son manteau. Ils vivaient heureux, mais Chuang-Yu ne se consolait pas d'offrir à son bien-aimé le spectacle de sa face de démon. « Oh, mon mari, mon maître, mon ciel, disait-elle, comme j'aimerais vous présenter un visage plus convenable. » Oyo la rassurait, mais il souffrait parfois de devoir cacher son épouse, et chacun murmurait qu'une telle laideur était la punition des dieux pour quelques horribles méfaits. Il allait tous les mois à la grande ville pour vendre les tableaux qu'il peignait. Un jour, il
son histoire. « Je suis médecin, dit l'homme. Me permettez-vous d'essayer sur votre épouse une recette dont j'ai le secret ?» Oyo accepta, à la condition que Joyou ne dévoile pas sa face noire. L'homme vint dans la maison. Il se fit apporter une bassine remplie d'eau, où il traça avec son index des signes mystérieux. « Que votre épouse se lave avec cette eau, dit-il. Elle retrouvera son visage d'autrefois. » Chouing-Kyung s'exécuta. Elle redevint si belle que la lumière du soleil pâlissait devant la nacre de ses joues. Mari et femme remercièrent avec effusion leur bienfaiteur. Celui-ci avait disparu, et ils surent que c'était un immortel. L'histoire de Ryonen. Ryonen, dont le nom signifie claire compréhension, était une jeune fille parée de toutes les grâces. Le teint blanc nacré, les cheveux épais relevés en lourds chignons sur la nuque fragile, les yeux profonds comme un lac, elle était élégante et fine, et son maintien était parfait. Issue d'une noble famille de guerriers samouraïs, Ryonen possédait un grand talent de musicienne. Elle était également douée pour la peinture et la poésie. L'impératrice la remarqua entre toutes les dames du palais et l'appela dans son cercle intime. Ryonen était alors âgée de 17 années, et cette histoire se passait vers les années 1700, pendant la période d'Edo, sous le shogunat de Tokugawa Yoshimune, dont le sage gouvernement assura au Japon un long cycle de prospérité et de paix. Ryonen ne se contentait pas d'être merveilleusement belle. Elle alliait aux qualités de l'esprit celles du cœur, et tous, de la plus noble dame à la moindre servante, l'aimaient. Aussi, la surprise et la consternation furent unanimes quand elle annonça qu'elle désirait se retirer dans un monastère pour étudier le zen. Sa famille, alertée, opposa un refus formel. Ryonen plaida sa cause. Un compromis fut négocié. Elle devait d'abord se marier, avoir 3 enfants, dont un fils, pour assurer la continuité de la lignée. Ensuite, si elle le souhaitait toujours, elle serait libre de se raser la tête et d'aller mendier sa nourriture sur les routes, un bol de riz à la main, ou d'aller cacher sa beauté dans un temple zen. Ryonen respectait sa famille et ses ancêtres. Elle s'inclina, et la vie reprit son cours paisible. Sa famille, rassurée, songeait qu'elle avait complètement oublié sa lubie. D'ailleurs, à l'âge de 19 ans, Ryonen épousa au milieu de fastes extraordinaires un grand seigneur. Elle lui donna 2 filles, qui promettaient d'être aussi gracieuses que leur mère, et un garçon, solide et calme, le petit Oshiba. Or, un matin, Ryonen déclara à sa famille stupéfaite qu'elle devait les quitter pour suivre son destin. Elle souhaitait se retirer dans un temple zen et servir en qualité de nonne. Ni ses parents, ni son époux, ni ses enfants ne purent la dissuader. Elle s'en alla. À 26 ans, Ryonen était toujours dans l'éclat de sa beauté. La maternité l'avait encore embellie. Quand elle se présenta au temple d'Edo et demanda au maître zen Tetsugyu de l'accepter comme disciple, ce dernier, après l'avoir regardée longuement, lui dit « Ryonen, tu es trop belle, tes cheveux épais et brillants, tes yeux sont des lacs sombres remplis de sortilèges, tu serais dans notre communauté une occasion de désordre et de trouble. Je ne puis te recevoir. » Alors Ryonen se rasa la tête, se débarrassa de tous ses bijoux et même d'un bracelet qu'elle avait à la cheville et qu'elle portait depuis l'enfance. Elle revêtit une robe de pauvresse et se présenta devant le maître zen Akuo dans un temple inconnu, éloigné de la capitale. Le maître la regarda longuement et lui dit « Ryonen, je vois bien ta tête rasée et tes habits misérables. Je devine à tes paroles la sagesse de ton cœur, et je ressens tes vertus. Mais tu es trop belle. La nacre de tes joues ferait perdre la tête à mes plus jeunes disciples, et même les plus âgés seraient troublés dans leur méditation. Je ne puis te recevoir. » Alors Ryonen partit sur les routes, méditant dans son cœur. Un matin, comme elle passait près de l'étal d'un marchand de beignets, elle saisit soudain la poêle brûlante, l'appliqua sur sa joue droite et la maintenit assez longtemps pour s'infliger une monstrueuse blessure. En quelques instants, son exceptionnelle beauté s'évanouit pour toujours.
grue cendrée. Cette histoire est maintenant du passé. Un couple de paysans avait un fils unique appelé Corato. C'était un garçon honnête et bon qui cultivait le champ familial, coupait le bois pour aller le vendre à la ville. Économe et travailleur, il était le soutien de ses vieux parents. Corato était un homme juste, et sur lui les dieux veillaient. Un matin, il travaillait dans les bois quand il entendit un faible bruit qui semblait provenir de la cible d'un pin. Ouh, 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 ouh. Il prêta l'oreille. Silence. Mais comme il suspendait un instant sa hache, il crut percevoir à nouveau cet appel. Ouh, 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 ouh. Y a-t-il quelqu'un demanda-t-il en levant les yeux vers les plus hautes branches. Monsieur, aidez-moi s'il vous plaît, fit une voix mélodieuse. Corato entreprit aussitôt de grimper. Il se hissa jusqu'aux branches les plus élevées. Arrivé au sommet, il découvrit, à moitié dissimulée sous les feuilles, une grue cendrée dont une aile déchirée pendait tristement sur le côté. C'était une créature de rêve. Elle était grande, le maintien plein de noblesse malgré sa blessure, de longues pattes fines, une huppe délicieuse posée sur le croupion ajoutait à sa grâce. Elle avait un cou délié. Sur sa nuque l'on distinguait l'adorable tache rouge alizarine qui signe l'espèce, et cette couleur cendrée dans tous les tons d'ardoise, ses accords nuancés d'argent au jeune soleil de l'aube. Corato tomba sous le charme, il entreprit de la secourir. Il ne pouvait la déplacer, il se mit en quête d'eau et de nourriture. Ainsi, pendant plusieurs semaines, il la soigna. Il parlait, elle lui racontait son histoire. Il y a des airs, lui dit-elle. J'étais une princesse à la cour du grand empereur Mahayana, dont 1000 rois étaient sujets. Ce grand monarque avait 3 fils, Mahanada l'aîné, le puis-né Mahaveda et le benjamin Mahasattva. Je devais épouser l'aîné, mais j'aimais le benjamin. Je m'enfuis avec lui. On nous rattrapa et je fus mis à mort. Depuis, je suis enchaîné à la roue de la vie et je poursuis le cycle des renaissances. Corato, dit-elle un soir, tu me rappelles Mahasattva, le plus jeune fils de l'empereur Mahayana. Comme lui, tu es bon et doux. Le lendemain, quand Corato grimpa au sommet du pin, la grue cendrée n'était plus là. Guérie, elle s'était envolée. Alors le jeune homme sombra dans la mélancolie. Il travaillait en silence, ne mangeait plus. Ses parents s'inquiétaient. Sa mère, qui était une femme dure et pratique, se lamentait aussi. Que deviendrons-nous si notre fils meurt? À peine si j'ai pu cacher 12 piécettes de cuivre dans un pot. Nous n'aurons bientôt plus rien. Elle se tordait les mains de désespoir. Quelques jours après, un matin, l'on frappa à la porte de la chaumière. Corato travaillait déjà dans la forêt. La mère vint ouvrir. Sur le seuil se tenait une très belle jeune fille, son baluchon à la main. « Je cherche un certain Corato, dit-elle. « Que lui voulez-vous » interrogea la mère méfiante. Elle ajouta en maugréant. « Il n'est pas là et il ne rentrera qu'à la tombée de la nuit. » « Cela ne fait rien, je l'attendrai, dit la jeune fille d'une voix douce, et elle s'assit devant la maison, son baluchon posé à côté d'elle. Tout le jour, elle resta là. Quand les parents lui jetaient en passant un coup d'œil curieux, elle répondait d'un sourire modeste. Enfin, Corato rentra. Il était fatigué et triste, comme tous les jours depuis le départ de la grue cendrée qui avait charmé son cœur. « Bonjour, dit la très belle jeune fille. « Qui êtes-vous » demanda Corato. « J'ai des choses importantes à vous dire. » Et elle sourit. « Entrez, dit Corato d'un ton las. Comme il croisait son regard sur le seuil, il aperçut dans les yeux de la mystérieuse jeune fille une infinité de ciel gris, et il eut le cœur troublé. « Monsieur Corato, dit la belle visiteuse, mon nom est l'humble Osaku. Je sais coudre, tisser, cuisiner, allumer le feu et aucune tâche ne me rebute. Je désire vous épouser. » Corato regardait cette très belle jeune fille, stupéfait. « Vous nettoierez aussi la cabane, balayerez le seuil, soignerez le père qui est malade ?» questionna la mère. « Je serai une bru docile, et je vous servirai, mère, dit l'humble Osaku, en baissant les yeux et en inclinant le buste avec respect. « Épouse-la,
alliait la douceur de cœur, la modestie, le courage, l'ardeur au travail. Elle exécutait toutes les tâches sans jamais se plaindre. La mère était satisfaite, et la joie revint peu à peu dans le cœur du jeune homme. Le temps passa. La mère, qui ne faisait presque plus rien, avait le temps de réfléchir. Un jour, elle dit à sa bru: Humble Osaku, j'ai regardé par hasard dans votre baluchon que vous aviez caché au fond de l'armoire et découvert un morceau d'étoffe merveilleuse. Est-ce vous qui l'avez tissé? Oui, mère. Eh bien, ma fille, pourquoi ne pas vous mettre au travail? On vous procurera un métier à tisser et vous nous fabriquerez une étoffe que nous pourrons vendre à la ville. Mère, fit timidement l'humble Osaku, nous sommes pauvres, mais ne manquons de rien, et ce travail comporte des dangers. La mère n'écouta pas, elle avait le cœur rempli de désirs inassouvis. Elle fit le siège de son fils, tant et si bien qu'un soir, Kotaro dit à son épouse: Ma tendre amie, pourquoi ne voulez-vous pas tisser cette merveilleuse étoffe que ma mère a aperçue dans votre baluchon? Nous pourrions récolter des pièces d'or que ma mère pourrait mettre dans le coffre à la place des piécettes de cuivre. Nous serions enfin riches. L'humble Osaku céda, mais elle avertit son époux. Tisser cette étoffe exige que je m'enferme pendant un mois dans le grenier et que nul ne vienne me déranger. 4 longues semaines s'écoulèrent. Quand l'humble Osaku réapparut, elle était pâle, amaigrie, épuisée, et semblait presque aux portes de la mort, mais elle tenait dans ses mains une étoffe extraordinaire, un tissu aux couleurs éclatantes, à la fois chaud et léger, doux au toucher comme de la soie, et confortable comme un duvet, un tissu comme nul, jamais, n'en avait vu. Korato alla le vendre à la ville voisine. Un grand seigneur lui en offrit 10 000 pièces d'or. Il rentra chez lui, fou de joie. Il acheta pour ses parents une belle maison et devint un honorable négociant en bois. L'humble Osaku ne participait pas à l'allégresse générale. Elle se remettait difficilement de son travail épuisant, et son regard, autrefois si confiant, se nuançait de mélancolie. Peu à peu, cependant, elle recouvra une santé précaire. Nul dans la famille n'y prêta beaucoup attention. Korato lui-même avait tant de choses importantes et nouvelles à faire. La mère s'était installée dans l'opulence, comme si elle lui était due. Elle menait grand train, achetait des robes de prix, s'offrit même un palanquin. Elle voulait rivaliser avec les plus belles dames de la ville. Un jour, elle s'aperçut que le tas d'or dans le coffre, où elle puisait sans contrainte, diminuait. Bientôt, on atteignit la cote d'alerte. Alors, elle se souvint de sa bru. Ma fille, dit-elle brutalement, vous allez vous remettre au travail et nous tisser une étoffe que mon fils pourra vendre à la capitale et peut-être à la cour. Et elle rêvait déjà avec gourmandise du gros tas d'or qu'il pourrait entasser dans le coffre. Mère, intervint faiblement Korato, vous savez bien que ce tissage particulier est très épuisant et que mon épouse a été longtemps malade à la suite. Bagatelle, l'interrompit la mère, les jeunes d'aujourd'hui se plaignent pour un rien. Elle renouvela sa demande tous les jours. Elle ne laissait pas un instant son fils en paix, tour à tour insistante, autoritaire, enjôleuse ou se plaignant avec amertume. Tu refuses d'accorder ce dernier plaisir à ta vieille mère, qui s'est tant sacrifiée pour toi. À la fin, Korato céda. Fais ce que demande la mère, dit-il à l'humble Osaku. Sa tendre épouse lui jeta un long regard, où se mêlaient le désespoir et la résignation. Cette fois, dit-elle seulement, il me faudra demeurer 3 mois dans le grenier. N'en profitez pas pour paresser, ma bru, cria encore la mère, alors que l'humble Osaku disparaissait dans les combles. Pendant un mois, la mère contint son impatience, mais un soupçon la taraudait. Que faisait sa belle-fille? Rêvait-elle au lieu de travailler? Elle avait manifesté si peu d'enthousiasme, et la mère, songeant aux pièces d'or luisant doucement dans la pénombre du coffre, sentait son cœur brûler de convoitise. Un matin du 2e mois, elle ne put résister davantage et, malgré sa promesse, monta au grenier. Arrivée devant la chambre de sa bru, elle colla l'oreille au chambranle. Aucun bruit, à peine distinguait
caressait une dernière fois les tons d'ardoise, le ciel gris nuancé d'argent de sa robe trouée. La tortue et les deux hérons. En ce temps-là, dans la province du Yuan, au sud-est de la Chine, sur les bords d'un lac tranquille, trois amis vivaient en paix. Deux grands oiseaux, habillés de blanc et de gris, au bec solide, les ailes immenses comme des voiles, le cou long et flexible, des hérons cendrés, nommés Jing et Chang, et une tortue d'un âge avancé, Piwan. La tortue avait un caractère difficile, rancunière, susceptible, grincheuse, mais elle gardait le logis. Quand les nobles oiseaux s'en allaient pour des pêches lointaines, il la trouvait au retour fidèle. Et avec sa tête un peu massive, son oreiller, sa façon de se retirer en grommelant sous sa carapace, il l'aimait comme l'on aime un paysage familier, un point d'ancrage sur les eaux mouvantes dans les ciels changeants. Un soir, Dame Piwan, la tête ramassée dans le cou à son ordinaire, s'affairait à préparer le repas, quand Jing, qui était perché sur une branche d'arbre et se lissait les plumes, observa. « J'ai l'impression que les eaux de notre lac de la tranquillité baissent de façon alarmante. »« Elles baissent tous les étés, grommela Piwan. »« Moins il y a d'eau et plus facile est la pêche, » dit Chang, et il riait avec insouciance. « Cric, cric. »« Fit Jin, en vérité je suis inquiet. » Dame Tortue haussa ses épaules massives, et Chang continua de se gratter délicieusement le creux des ailes, de son bec encore rose. Et la nuit, dans le ciel orange de Chine, tomba brusquement. Les trois amis s'endormirent dans un dernier flamboiement. L'été s'avançait. Pas une goutte de pluie. La sécheresse devint terrible. Le cours des rivières baissait. Les champs de coton, les rizières n'étaient plus irrigués. Le petit lac paisible découvrait ses fonds vaseux. Une période de famine s'annonçait. Un soir, les trois amis tinrent conseil. « Nous devons partir vers le nord, déclara Jing. Toute la région jusqu'à Canton est victime de la sécheresse. Il faut nous envoler loin d'ici dès demain. »« Allons voir des cieux nouveaux, dit Chang avec légèreté, et il rit. Cric-cric. Mais une voix coupante l'interrompit brutalement. « Et moi, s'exclamait Piwan indigné, comment vais-je partir? Je suis vieille, ma carapace est lourde et je n'ai pas d'aile comme vous. Songez-vous par hasard à m'abandonner? » Les deux hérons se regardèrent contrits. C'est vrai, se dirent-ils, nous ne pouvons laisser ici notre vieil ami, qui serait voué à une mort certaine. Mais comment l'emmener? Il faut trouver une solution, dit Jing. Et tous les trois, sous le ciel orange de Chine, partirent se coucher, l'esprit occupé par de sombres pensées. Le lendemain, dès l'aurore, ils tinrent conciliabule. Jing en équilibre sur sa patte droite, Chang sur la gauche, Dame Piwan les yeux courroucés et inquiets débordant de la collerette de sa carapace. « Il n'est pas question de rester seul ici et de mourir de soif, fulminait-elle. Cher vieil ami, je suis d'accord avec vous, mais comment vous transporter? Il s'agit d'un long voyage, soupira Jing. Et vous êtes lourde, Dame Piwan, plaisanta Chang. Je me souviens l'été dernier, quand vous vous êtes posé sur mon pied. Aïe, c'était votre faute. Pas du tout. J'ai peut-être une solution, dit Jing. Nous pourrions couper un solide bâton. Nous le tiendrions, Chan et moi, chacun par un bout. Piwan le mordrait en son milieu. Bravo, fit Chan, c'est une idée remarquable. Et Dame Piwan ne nous rompra pas la tête avec son bavardage. Il rit de bon cœur. Cric, cric. La tortue, un peu rassérénée, eut la sagesse de sourire et ne dit mot. Dame Piwan, insista Jing, surtout n'ouvrez pas la bouche, nous volerons à haute altitude, et malgré votre carapace, si vous tombiez, vous vous briseriez les reins. La tortue acquiesça d'un hochement de tête. 1 heure plus tard, les trois amis s'envolaient. Le décollage fut un peu ardu. Les deux hérons n'étaient pas habitués à cette surcharge insolite, mais bientôt ils adoptèrent un rythme régulier, déployant à l'unisson leurs ailes puissantes. Sous eux défilait une campagne désolée. Des champs de coton dévastés, des rizières abandonnées, çà et là des carcasses d'animaux. Vers midi, à mesure qu'ils progressaient vers le nord, le paysage devint plus
vert, plus riant. Au milieu de l'après-midi, des paysans qui travaillaient dans les champs aperçurent leur étrange équipage. Voyez cette tortue comme elle est intelligente, s'exclamèrent-ils. Elle se fait transporter par 2 hérons. Piwan se garda bien de répondre, mais tout en mordant le bâton avec énergie, elle savourait les compliments. Il survolait maintenant une ville avec ses temples, ses jardins, ses pagodes aux toits d'or, et les propos flatteurs qui montaient vers elle enivraient Dame Piwan comme un encens. Est-ce la reine des tortues? Vous avez remarqué ce brillant équipage? Quelle façon intelligente de voyager! Les 2 hérons poursuivaient leur vol régulier, mais la fatigue commençait d'engourdir leurs ailes. Ils avaient hâte de trouver une rivière, un lac paisible près duquel se poser. Comme ils passaient au-dessus d'une prairie, des petits bergers les montrèrent du doigt. Dame Piwan, qui ne se lassait pas des compliments, tendit l'oreille. « Regardez ces 2 hérons, disait un jeune garçon. Ils emmènent cette balourde de tortues, sans doute pour agrémenter leur repas du soir. Comme ils sont intelligents. » « Stupide berger, vous n'y comprenez rien, voulut s'écrier Piwan. Mais à peine avait-elle ouvert la bouche qu'elle lâchait le bâton et s'écrasait sur le sol. La carapace éclatait. Les 2 hérons descendirent en vol plané. Ils arrachèrent une plume grise et une plume blanche de leur aile en signe de deuil. Ils tournèrent un instant au-dessus de leur pauvre ami et disparurent bientôt dans le lointain. Le lion et le petit lapin blanc. Cette histoire est maintenant du passé. En ce temps-là, vivait dans la province de Heilongjiang, au nord-est de la Chine, un petit lapin blanc dont le terrier jouxtait l'antre d'un lion. Ping Pang était un gentil conin. Il aimait folâtrer dans l'herbe et la rosée. Il était toujours enclin à rire et à s'amuser. Il avait une épouse et 7 enfants. Son voisin Zhong Zhang était à l'opposé, un vieux lion ronchon, arrogant et solitaire. 7 enfants, s'exclamait justement ce matin-là le vieux lion, et c'est votre 3e portée de l'année. Décidément, mon pauvre Ping Pong, vous êtes un irresponsable. Mais, Seigneur, se défendait le petit lapin blanc, nous n'empiétons jamais sur votre territoire. J'ai fait là-dessus de sévères leçons à mes enfants. Sans doute, mais votre existence même est une gêne, une absurdité. Cependant, moi, je suis beau et noble, une fière crinière couronne mon chef, ma robe chatoie au soleil, mon regard impérieux, mes rugissements inspirent le respect, alors que vous êtes une bête ridicule et inutile. Sagement, Ping Pong ne répondit pas, et il continua de gambader au soleil. Mais alors qu'il exécutait 3 belles cabrioles devant la caverne du lion, celui-ci entra brusquement dans une fureur épouvantable. « En voilà assez, donna-t-il. Je ne supporterai pas davantage vos manières insolentes. Je vous donne 48 heures pour trouver un autre gîte. Si votre famille de pouilleux n'a pas déguerpi dans 2 jours, je vous écraserai sous ma patte, tous, jusqu'au dernier. » Mais, Seigneur, argumenta Ping Pong affolé, comment voulez-vous que nous découvrions en un temps si court le terrain sablonneux, bien exposé au soleil, qui convient pour creuser un nouveau terrier? Ayez pitié, Seigneur, mes petits n'ont pas encore leur fourrure, ils n'ont même pas ouvert les yeux. Je vous en supplie, Seigneur, accordez-nous un délai. 2 jours, pas une seconde de plus, rugit Zhong Zhang. Le petit lapin blanc rentra chez lui songeur. Il médita jusqu'au soir. Enfin, son humeur aimable réapparut. « J'ai résolu notre problème, confia-t-il à son épouse. Ne t'inquiète plus de rien. » Il se coucha rasséréné, et chacun dormit en paix dans le terrier. Le lendemain, quand se leva l'aube aux doigts roses, Ping Pong se rendit dans la caverne de son terrible voisin. « Oh, grand et puissant Zhong Zhang, dit-il en s'inclinant très bas, hier je cherchais un emplacement pour installer mon nouveau terrier, selon vos ordres, noble seigneur. » Le lion approuva d'un grognement. Quand je fis la connaissance, de l'autre côté de la montagne, d'un animal qui m'a déclaré « Je suis le plus fort, le plus puissant, le roi de cette vallée et de toutes les terres à la ronde. » Et il a rugi de façon épouvantable. Son aspect effrayant m'a glacé le sang, j'en tremble encore. Stupide cul blanc,
Misérable lapin de Garenne, pourquoi n'as-tu pas expliqué à cet animal prétentieux que c'était moi, le plus fort, le plus puissant, le roi de toutes les terres à la ronde? Mais je le lui ai dit, Seigneur. Il a ri, et il m'a répondu qu'il vous terrasserait d'un seul coup de patte, qu'il vous écraserait comme un vulgaire moustique. Ah, ah, explosa le vieux lion. Ce flambard, ce bouffon prétend qu'il m'écrasera d'un seul coup de patte. Mène-moi jusqu'à lui, je n'en ferai qu'une bouchée. C'est-à-dire, hésita Ping Pong. Tu as peur, ricana Chang Chang. Mettons-nous en route sur le champ, hurla-t-il. Bien, Seigneur, fit le petit lapin avec humilité. Il apportait une figure si humble, si contrite et soumise, que tout autre que le lion se serait méfié. La marche fut longue, car Ping Pong effectuait de nombreux détours, tandis que son compagnon s'essoufflait en vaine colère. Comment, soliloquait-il, oser me défier, moi, Chong Chang? Quelle impudence! Je réduirai ce fat, ce vantard à merci. J'en ferai une carcasse pour les hyènes, de la charogne pour les vautours. Et le vieux lion s'échauffait à mesure que la course se prolongeait. Le soir tombait quand enfin Ping Pong s'arrêta. Seigneur lion, dit-il en esquissant une révérence, celui qui affirme qu'il vous écrasera d'un seul coup de patte est ici, au fond de ce puits. Aussitôt, Chong Chong se jeta contre la margelle et il tourna vers le fond du puits sa face courroucée. Alors, il vit une bête effroyable, ses babines découvertes montrant d'horribles crocs. Chong Chong eut comme un frisson, mais il se ressaisit. Sa figure se révulsa de colère, une grimace de cauchemar lui répondit, et plus il étouffait de rage, plus l'autre animal manifestait une hargne semblable. Il fulminait, son adversaire écumait, et leurs rugissements se mêlèrent en un seul cri abominable. Arrrr, arrrr. L'écho s'éteignait à peine quand Chong Chong entendit un petit rire amusé. À quelques pas de là, le petit lapin blanc, dressé sur ses pattes de derrière, se moquait ouvertement de lui. Alors le vieux lion sentit brusquement la fatigue de la course, le poids des ans, la mélancolie de la solitude. Il comprit qu'il s'était emporté contre sa propre image, son reflet dans l'eau du puits. Il eut honte. Il décida de ne plus revenir dans sa tanière et de finir ses jours de l'autre côté de la montagne. Ping Pong, lissant ses moustaches, rentra paisiblement chez lui. La lune dans un vieux seau. Une nonne étudiait le zen, jour après jour, depuis 33 ans. Elle était entrée au monastère en qualité de jeune novice à 17 ans. Elle en avait 50 maintenant. Sa vie de fertilité était achevée. Elle n'en gardait pas d'amertume. Elle vaquait aux occupations quotidiennes avec patience et l'humeur égale. Elle préparait le riz ou l'orge grillée. Elle allait matin et soir chercher de l'eau au puits, distant d'une centaine de mètres. Parfois, un nuage de mélancolie la visitait. Elle le chassait. Elle pratiquait zazen avec régularité. Elle méditait. Elle étudiait les écrits des grands maîtres du passé. Mais elle n'avait jamais connu le satori, la paix inimaginable qui inonde brusquement l'âme étonnée, le rire, le grand rire de l'éveil. Un soir, elle revenait du puits et la nuit tombait. Elle observait sans y penser le reflet de la lune dans l'eau du seau. C'était un vieux seau dont elle avait réparé le fond avec du bambou tressé. Brusquement, il céda. L'eau s'échappa et la lune disparut aussitôt avec l'eau du vieux seau. À cet instant précis, elle connut le satori. Elle fut libre. Le noble samouraï. Par une belle journée d'été, un noble samouraï reconnaissable à son chignon d'homme de guerre, ses manchettes métalliques, sa cuirasse à 4 pans et les 2 sabres traditionnels, pénètre d'un pas ferme et paisible dans une modeste auberge de campagne. Nous sommes au XIVe siècle, dans un village de la grande île de Honshu. Un nuage d'insectes bourdonne dans l'air surchauffé. Le noble samouraï s'assoit, commande un plat de riz. Il défait le haut de sa cuirasse, dépose avec précaution et respect ses 2 sabres. Il est le seul voyageur. Il mange, portant les baguettes à sa bouche,
en un geste harmonieux et précis. À ce moment, l'on entend de bruyants éclats de voix. 3 ronins, guerriers vagabonds sans maître, plus proches en vérité de bandits de grand chemin que d'authentiques samouraïs, font irruption dans la salle. Ils interpellent avec grossièreté l'aubergiste, réclament du saké, s'assoient en se bousculant. Leurs épées étincellent. Soudain, l'un d'entre eux remarque le samouraï silencieux, le nez dans son écuelle et les 2 sabres magnifiques posés à côté de lui. Il fait signe à ses compagnons. Les ronins échangent un coup d'œil et se consultent à voix basse. Le samouraï est seul, sans méfiance. L'aubergiste, qui n'est pas un homme de guerre, ne compte pas. Ils sont 3. Ils posent les mains à la garde de leur épée, prêts à bondir. À cet instant, le noble samouraï soulève négligemment la baguette qu'il tient dans la main droite, et d'un geste coupant et net, vif comme l'éclair, clac clac clac, il abat 3 mouches qui bourdonnaient à ses oreilles, et il se remet tranquillement à manger, sans lever le nez de son plat. Les 3 ronins laissent 3 pièces de cuivre sur la table et quittent l'auberge en silence. Le voleur et le moine. Il était une fois un voleur singulièrement malfaisant. En ce temps-là vivait aux environs de Heian-kyo, dans un temple perdu dans la forêt, un moine connu pour sa grande sagesse, nommé Shishiri Kojun. Ce soir-là, le saint homme était seul. Il récitait des sutras au pied de la statue du Bouddha. Soudain, la porte du temple s'ouvre à la volée. Un homme d'aspect effrayant, grossièrement vêtu, fait irruption dans la salle de prière. Il met sur la gorge de Shishiri sa longue épée effilée. « Moine, hurle-t-il, donne-moi l'argent des offrandes ou je te coupe la tête et la fais rouler au pied des autels. » Shishiri était installé en siddhasana, la posture parfaite, le dos droit, les genoux repliés. Il garda la position et pas un muscle de son visage ne tressaillit. « Prends l'argent qui est dans le vase des offrandes, dit-il, ne me dérange pas dans mes prières. » Et il reprit la récitation des sutras. Le voleur se dirigea vers l'endroit indiqué et commença à remplir ses poches. Dans sa hâte, il faisait teinter les pièces et parfois un juron lui échappait quand l'une d'elles roulait sur le sol. Il faut reconnaître qu'il était embarrassé par sa grande épée. Au bout d'un moment, sans tourner la tête, le moine dit « Ne prends pas tout l'argent, je dois payer demain matin l'impôt du temple. » Le voleur, impressionné par la fermeté de la voix et le sang-froid imperturbable du moine, laissa en Mogéran un peu d'argent au fond du vase des offrandes. Il s'en allait avec son butin lorsque le moine dit encore « Quand on reçoit un présent, on doit remercier. Fais-le. » Le voleur, subjugué, marmonna un vague merci et disparut. Un an plus tard, le voleur fut arrêté. Il avoua entre autres méfaits le vol commis au temple, crime qui était puni de mort. Confronté au moine, il l'entendit avec stupeur déclarer « Moi, Shishiri, je déclare que cet homme n'a pas profané le temple. Je lui ai donné une grande partie de l'argent des offrandes, et il m'a remercié. Tout est en ordre. » Le voleur fut condamné à 5 ans de prison. Seulement, quand il fut libre, il vint trouver Shishiri dans le temple perdu dans la forêt, et il devint son disciple. Au long des années, les visiteurs et les pèlerins admiraient sa profonde piété. Ainsi a-t-il été rapporté des histoires du passé. Le diamant de l'empereur. Cette histoire est maintenant du passé. Il était une fois un empereur si riche et si puissant qu'il régnait sur 84 000 rois vassaux. Il avait dans son harem 3000 épouses, qui lui avaient donné 400 fils et une multitude de filles, et l'on ne pouvait dénombrer ses chevaux, ses éléphants et ses palais. Dans sa jeunesse, ce grand empereur avait eu pour compagnon de jeu le peintre de la cour chargé de décorer les cloisons et les paravents du pavillon de la pureté et de la fraîcheur. Or, le grand empereur aimait aller se promener déguisé dans les rues de la capitale, Heian-kyo, que l'on nomme aujourd'hui Kyoto. Un matin, il déambulait ainsi sur la place du marché parmi les étals de poissonniers, quand il buta sur le corps d'un homme à moitié enseveli sous les détritus
et ses esprits, il trouvera le diamant, le vendra, et pourra mener désormais une vie honorable. Il s'en alla, très heureux d'avoir satisfait les dieux par sa bonne action et sauvé de la misère l'ami de sa jeunesse. Les années s'écoulèrent au sablier du temps. Le grand empereur eut encore 50 fils. Le dernier, engendré par sa première épouse, naquit avec une peau couleur d'os. Ses cheveux étaient d'un noir de jet, brillant, extraordinaire. Ses pommes portaient la marque de la roue aux 1000 rayons. Sur la plante de son pied gauche était gravé un sabot de cheval, et sur la plante de son pied droit, une patte d'éléphant. À ces signes, l'empereur comprit que sa fin était proche, et que lui était né le fils appelé à lui succéder. Alors, avant de passer au-delà du chagrin, comme disent les textes anciens, et d'obéir à la loi de l'impermanence, il résolut d'aller une dernière fois se promener incognito dans les rues de la capitale. Il passait sur la place du marché quand il heurta presque un mendiant. C'était Toshibu, toujours aussi misérable. « Tu es encore dans cet état de pauvreté ?» s'étonna le grand empereur. « Tu sais bien, dit Toshibu, que je n'ai jamais été habile à gagner de l'argent, et depuis que ton honorable père m'éloigna de la cour pour avoir peint une scène de chasse qui déplut à sa troisième épouse, je traîne une vie lamentable. » « Mais comment se fait-il, dit l'empereur, que tu n'aies pas trouvé le gros diamant que j'avais placé dans la poche de ton vêtement ?» Toshibu le contempla d'un air ahuri et répondit : « Je vois bien que tu te moques de moi. Je suis un misérable, et aucun diamant n'ira jamais se loger dans mes poches. » Et ce disant, il tourna le dos et s'en alla mendier plus loin. Le voyage. 2 moines sont en voyage. Depuis 3 jours, ils n'ont rencontré qu'une vieille femme sur le seuil de sa cabane. Elle leur a offert un peu d'orge grillée, liée avec du thé et du beurre rance. Cette maigre Tsampa, qui date de la veille, est déjà descendue dans leurs talons. Ils ont faim, ils ont froid. Soudain, la pluie se met à tomber. Le plus jeune des moines se protège de son mieux avec un pan de sa robe. Le plus âgé marche devant en silence. La nuit descend. À l'horizon, nul abri, ni temple, ni ermite, pas la plus modeste cabane. Le sentier qu'ils suivent se perd au loin dans la montagne. Le jeune novice n'en peut plus. Il ignore le but de cet interminable voyage. Le temple zen ne doit pas être éloigné, se dit-il. Il semble que nous approchons de Kamakura. Mais est-ce bien notre destination ? Rompant les consignes strictes de silence, il ose interroger son supérieur, qui marche d'un pas égal. « Maître, où allons-nous ? » ?»« Nous y sommes, répond le maître. « Vous voulez dire que l'étape est proche, insiste le jeune moine. Ici, maintenant, nous y sommes. » Le novice effaré regarde le sentier pierreux qui s'enfonce dans la brume. Au loin, les cimes redoutables se perdent déjà dans la nuit. Il a peur, il a froid, il a faim. Et brusquement, en un éclair, il comprend. Il se souvient des paroles que l'on a souvent répétées au monastère. Le zen est un chemin qui va. Dans chaque pas sur ce chemin, l'éternité est enclose. Dans le présent se niche la vie, l'oasis, l'infini. Je goûte le présent. Le passé s'est enfui. Le futur n'est qu'un rêve. Le présent seul est. Quand vous vous réveillez à la vérité, dit un ancien poème, votre esprit devient brillant et lumineux, comme un rayon de lune. Le novice, se murmurant ces choses, allait en paix. Le silence. Japon, première moitié du XIVe siècle. Sous le shogunat des Ashikaga, un temple perdu dans la montagne, 4 moines zen ont décidé de faire un seishin dans le silence absolu. Ils sont installés en zazen. La nuit est venue, le froid vif. La bougie s'est éteinte, dit le plus jeune des moines. Tu ne dois pas parler. C'est un seishin de silence total, fait observer sévèrement un moine plus âgé. Pourquoi parlez-vous au lieu de vous taire, comme nous en avions convenu ? Remarque avec humeur le
troisième moine. Je suis le seul qui n'ait pas parlé, dit avec satisfaction le quatrième moine. L'amour s'en va. Un jeune homme pauvre nommé Iruka aimait de toute la folie de son cœur une jeune fille riche et belle de surcroît. Comme il était lettré, Iruka écrivait à sa bien-aimée une lettre d'amour chaque jour pendant 3 longues années, sans faillir une seule fois. La troisième année, il osa lui suggérer de lui faire un signe à l'occasion de la fête du bon, mais la bien-aimée ne répondit pas, ne le regarda même pas, et ne lui manifesta jamais le moindre intérêt. Alors le cœur d'Iruka se lassa. Il songea à devenir moine, ce qu'il fit en effet, et le temps passa. Un matin de printemps, il allait chercher de l'eau au puits situé près de son ermitage, quand Iruka rencontra Shujo, pour la première et dernière fois de sa vie. Elle se jeta à ses pieds. Iruka, s'écria-t-elle, j'ai cheminé de longs mois avant de te retrouver. Enfin je te vois, admirable Iruka. Ton amour dont 1000 lettres témoignent a fini par toucher mon cœur. En disant ces mots, elle dévoila son visage caché jusque-là par un fin voile de soie, et sa beauté était telle qu'elle fit pâlir l'éclat du jour. Je suis à toi, Iruka. Je t'aime aujourd'hui comme tu m'aimais autrefois. Iruka lui répondit. Il est trop tard, Shujo. J'ai rompu tout lien avec cette sorte d'amour. Je suis moine. Et sans un regard, il la quitta. Shujo, de désespoir, se jeta dans la rivière et s'y noya. En apprenant la nouvelle, Iruka composa ce poème. Elle ne reste pas sur la branche, la fleur de cerisier. Elle meurt avant l'été. Cette histoire est maintenant du passé. Tout ce qui naît meurt, tout ce qui vient s'en va, et ne demeure que l'éternel Atma. Veux-tu être empereur? En ce temps-là, Heian Kiyo, ce qui signifie capitale de la paix et de la tranquillité, était un lieu enchanteur où résidait Sa Majesté l'Empereur. Noble seigneur vêtu de rouge, tunique cerise, pantalon pourpre, noble dame habit étourdissant, aux couleurs sans cesse nouvelles, rivalisaient dans les joutes d'amour et les jeux de l'esprit. Les fêtes somptueuses se succédaient au hasard des palais, des villas, ornées de magnifiques statues. Les musiciens accompagnaient au bord du lac des 8 vertus les amants du clair de lune. Les temples étaient construits en bois précieux, parés de nacre, incrustés de pierres précieuses, et les cérémonies rituelles donnaient lieu à des fastes sans égal dans tout l'Empire. L'empereur Saga était un homme âgé, un peu las de ses réjouissances perpétuelles. Un chagrin secret le rongeait, il n'avait pas de fils. Souvent il s'absentait de la cour, et il se rendait avec quelques serviteurs fidèles et discrets chez un ermite, un moine zen. Celui-ci vivait non loin de la capitale, dans une simple cabane de branchage, près d'une pagode en ruine. Assis sur un tronc d'arbre, Saga observait le moine prier, méditer, couper du bois, et la hache étincelait au rythme des coups dans le soleil. Je te regarde vivre depuis plusieurs années, Ryoben. Tu es actif, énergique, généreux et sage. Je vieillis, je n'ai pas de fils. Veux-tu me succéder? Veux-tu être empereur? À cette demande stupéfiante, le moine ne répondit mot. Imagine, Ryoben, les plaisirs, la richesse, le pouvoir absolu, le droit de vie et de mort sur tout ce qui respire dans ce pays. Tu pourrais faire construire ici un palais ou un temple de 100 pagodes, faire connaître le zen, étendre ton influence. N'es-tu pas tenté? Alors Ryoben posa sa hache, remit de l'ordre dans ses vêtements et dit « Je vais aller au bord de la rivière et laver mes oreilles souillées par vos paroles. » Il se rendit à la rivière où il rencontra un paysan qui venait souvent y faire boire sa vache. « Tu te laves les oreilles à cette heure du jour? » « Oui, mes oreilles ont été souillées par les paroles de l'empereur. Il m'a proposé de lui succéder et de monter sur le trône. »« Je comprends que tu te laves, dit le paysan, et dans ces conditions, je ne laisserai pas ma vache boire cette eau souillée. Qui est le vrai
passionne sa maisonnée, son entourage, pour jouir seul de son bien. Tel était Rogy, un abominable égoïste. Un bel après-midi d'été, il partit dans la forêt avec pour toute compagnie un âne chargé de victuailles. Là, ayant repéré un endroit tranquille, il s'installa, s'étala, prit ses aises et commença un plantureux repas. Il se goinfra de viande, de riz au curry, de dessert, surtout les crèmes sucrées dont il raffolait. Il but en abondance les vins les plus rares, les plus chers, les plus capiteux. Enfin repu, heureux, il déclama ainsi à l'adresse du ciel, des oiseaux et des bêtes des bois. Moi, Rogy, c'est maintenant mon festival. À mon gré, j'ai du vin, et grande est ma volupté. Je surpasse et passe tout homme, et l'emporte sur Jacou, l'empereur des dieux. Or, ce jour-là, Jacou l'entendit par hasard. Il fut outré de l'impudence et de la vanité du personnage, et décida de le châtier. L'empereur des dieux, qui règne sur 32 cités, prit alors la forme et le visage de Rogy, et se présenta dans sa demeure. À peine entré, il ordonna que l'on ouvre les greniers et que l'on distribue sans compter le grain aux pauvres de 10 régions. Quand il ne resta rien, il vida les coffres et dispersa l'or. Chacun en reçut, du moindre serviteur jusqu'au plus petit marmiton. Enfin, il fit mettre les tonneaux en perce et le vin coula à flot. On l'entoura, on l'embrassa, on le fêta. La liesse était à son comble, et ce n'était que ripaille, rire et chanson lorsqu'on entendit quelqu'un frapper rudement au portail. « Oh là, maudit fainéant, il n'y a donc personne pour m'ouvrir !» C'était le vrai Rogy qui s'en revenait de la forêt. Le vieux gardien arriva, les jambes un peu flageolantes à cause du vin qu'il avait bu. « Qui êtes-vous, mon monsieur ?» articula-t-il avec difficulté. « Vieil imbécile, c'est moi, Rogy, ton maître. »« Ce n'est pas possible, mon maître est à l'intérieur, bafouilla-t-il, et il s'éloigna avec dignité. Fou furieux, Rogy se mit à cogner au portail. Il hurla, mena un tel vacarme qu'à la fin les gens de la maison accoururent. On le fit entrer, et les deux Rogy se trouvèrent face à face. Qui était le vrai? Même yeux noirs et malins, même double menton et ventre rebondi. Chacun donna son avis. Les serviteurs penchaient pour l'empereur des dieux. Les enfants, avec enthousiasme, le désignaient aussi. L'épouse, elle, hésitait. Elle eût bien choisi le Rogy aimable et généreux, mais l'autre lui avait parlé à l'oreille d'un certain grain de beauté qu'elle avait sur le sein gauche, et elle était troublée. L'intendant, qui était un homme prudent, déclara qu'il ne pouvait se prononcer et qu'il attendrait de savoir d'où soufflait le vent. La confusion risquait de s'éterniser quand l'épouse prit une décision. « Allons demander à Bouddha, dit-elle. Lui seul voit le secret des cœurs au-delà les apparences. Il nous éclairera. » Bouddha reçut les deux Rogy dans sa demeure du ciel. Le vrai Rogy, dit-il, est celui qui suit la voie. Il pratique la justice, il manifeste l'atma par sa compassion envers toute créature. Rogy, le jouisseur égoïste, l'avare, sut alors que la cupidité, le mépris des autres qu'il avait montré jusqu'alors n'étaient que des accidents, des déformations, un masque qui cachait son vrai visage. Lui, Rogy, participait à la nature du Bouddha. C'était là la vérité. Jacou, au même moment, reprit sa forme première et redevint l'empereur des dieux. Et Rogy retourna dans sa demeure, emportant avec lui la paix et la lumière. La corde d'argent. Un clair matin, Bouddha se promenait dans les cieux, au bord du lac de la fleur de lotus, et il rêvait sous la tiède caresse du soleil. Comme il se penchait sur l'eau du lac, il aperçut dans les profondeurs bouillonnantes de Naraka un homme qui se débattait furieusement et semblait appeler à l'aide. Aussitôt, Bouddha le reconnut. C'était un homme du nom de Kantuka, un voleur, un débauché, un abominable assassin qu'il avait rencontré pendant son passage terrestre. Bouddha eut l'infinie compassion. Il se souvint qu'une fois dans sa vie, ce Kantuka avait manifesté un peu de bonté. Une grosse araignée s'était posée sur sa sandale. Au lieu de l'écraser, il l'avait épargnée et passé son chemin. Je vais lui porter secours, songea Bouddha, pour ce geste de compassion. Qui sait,
Il reste peut-être une lueur de générosité chez ce malheureux. Il prit alors un fil d'araignée, le fit descendre dans le lac en direction de Kantuka. Le fil se transforma en corde d'argent et le bandit l'agrippa solidement. Il commença à monter. L'ascension était rude. Kantuka y employait toutes ses forces. Il s'acharnait des mains, des genoux, des pieds, suant et soufflant. Bientôt il aperçut un coin de ciel bleu au-dessus de sa tête. Il redoublait d'efforts quand il jeta un coup d'œil vers les bas-fonds. Horreur! Une dizaine de ses anciens compagnons saisissaient la corde d'argent et s'efforçaient de grimper à leur tour. Cette corde risque de ne pas être assez solide pour nous soutenir tous, se dit Kantuka. Il se souvint alors qu'il avait gardé dans une poche secrète son couteau d'assassin. Je vais trancher cette corde, songea-t-il, et me débarrasser d'eux. À peine avait-il formulé sa pensée que la corde d'argent se rompit au-dessus de lui, et il retomba pour toujours dans les enfers. Le fantôme encombrant. Un jeune mari perdit sa femme dans la fleur de l'âge. Celle-ci avait été belle, mais un peu acariâtre et affreusement jalouse. Après un deuil de bonne aloi qui dura 6 mois, le jeune homme sentit avec le printemps naître des émotions nouvelles. Il chercha femme et bientôt se fiança à la délicieuse Yo-Yoi, dont le nom chantait comme un gazouillis de mésange, comme le froissement de la soie sur un éventail. Bref, le jeune veuf était amoureux, et il était plus heureux qu'il ne l'avait été avec sa précédente épouse. C'est alors que le fantôme de sa femme se manifesta pour la première fois. Une nuit, alors qu'il dormait paisiblement sur son tatami, il sentit un courant d'air froid lui chatouiller la plante des pieds. Il s'éveilla. Kiryoka était devant lui. La belle, quoique évanescente, semblait furieuse et n'avait rien perdu de son humeur jalouse. « Comment oses-tu, dit-elle, me tromper avec une petite sotte, sans beauté, qui, ajouta-t-elle avec perfidie, porte une tache de naissance fort disgracieuse sur le sein gauche. »« Comment sais-tu cela ?» interrogea le pauvre mari stupéfait. « Au royaume des morts, nous avons accès au mystère, et nous connaissons toutes choses cachées à vos yeux de mortels. » Le mari, encore tremblant de frayeur, ne dormit plus cette nuit-là. À partir de cet instant, l'existence d'Eiyoshi devint un enfer. Le jour, il se promenait avec la tendre Yo-Yoi dans les jardins de son père. Il s'attardait auprès du grand bassin, admirait la grâce épanouie des fleurs de lotus. Eiyoshi ne se lassait pas, tout en devisant tendrement et en échangeant avec elle de timides sourires, de contempler la nuque parfaite de sa fiancée, son chignon noir de jais, ses joues qui avaient le velouté de la fleur de prunier. La nuit, le fantôme de Kiryoka venait le tourmenter. Assise au pied de sa natte, son épouse décédée tournait en dérision tous ses faits et gestes de la journée. Elle imitait en ricanant leurs tendres propos, elle lui rappelait leurs anciennes amours et lui répétait « Je sais tout de toi, et ce savoir t'enchaîne. Ta vie est à moi seul, à moi. » Le malheureux, à bout de force et près de perdre la raison, se confia à un ami qui lui conseilla d'aller consulter un célèbre maître zen qui vivait en ermite dans l'ancien temple de Kenichi. Le voyage fut long et difficile. Enfin, Eiyoshi parvint au pied du maître et lui conta son infortune. « Ta femme est devenue un fantôme et elle sait tout de toi. »« Oui, maître, vous comprenez, habitant le pays des morts, elle a accès à ces mystères qui nous dépassent. Elle connaît le passé, l'avenir et fouille à son gré dans mes moindres pensées. »« Je vois, dit le maître en se grattant un orteil avec un petit bâton de bambou, car il avait plu et un peu de boue avait éclaboussé ses pieds nus dans les sandales. Je vois. Que dois-je faire, maître ? Tu es jeune, Eiyoshi, ton cœur est neuf et tendre. Il est aisé d'assurer son pouvoir sur toi. Je vais t'aider. » Le jeune veuf se confondit en remerciements et déclara « Je suivrai vos conseils, maître, je m'y formerai en tout point, indiquez-moi seulement la voie. Quand le fantôme de ton épouse apparaîtra, confesse humblement ton ignorance, loue ses étonnantes connaissances, en un mot, flatte-la et propose-lui un marché. Si tu peux répondre à une dernière question,
je serai définitivement convaincu de tes pouvoirs surnaturels. Je renoncerai à Yoyoi, qui n'est qu'une simple mortelle, et je serai ton époux fidèle à jamais. Hélas, s'exclama Yoshi, c'est elle qui va l'emporter, j'en suis sûr. Ce qu'elle ne sait, elle le devine. Rien de ce que je fais ou pense ne lui est caché. Suis mon conseil, déclara un peu rudement le maître, ou, si tu ne veux pas m'écouter, va-t'en. Et Yoshi, troublé, affolé, acquiesça. Je vous obéirai, maître. Prends dans ta main droite fermée une grosse poignée de graines de soja, et demande-lui combien il y en a. C'est tout, demanda Yoshi. Le maître zen ne répondit pas. Il s'était installé en zazen et méditait. Et Yoshi rentra chez lui. La nuit même, le fantôme de son épouse réapparut. Tu es allé rendre visite à un maître du zen, ricanait-elle. Croyais-tu que je l'ignorais, et pensais-tu pouvoir m'échapper? Et Yoshi plongea alors sa main droite dans un tas de soja, en saisit une grosse poignée qu'il présenta dans sa main fermée. Combien y a-t-il de graines? Demanda-t-il. Le fantôme de Kiryoka se dissipa dans l'air et ne reparut jamais. Il suffit de peu de choses, un zeste de bon sens, une question claire, un rire, pour désarçonner les faux gourous qui manipulent les âmes simples, les esprits sensibles ou fragilisés, en s'enveloppant d'ombre et de mystère. Quelques graines de soja, et s'évanouissent les fantômes. Oshokun, la tant si belle. Yuan des Han, l'un des derniers empereurs de la noble lignée des Han, avait tant de femmes qu'il n'en connaissait pas le nombre exact. La tradition exigeait que chaque année, les hauts dignitaires de la cour lui offrissent les plus belles de leurs filles. Et chaque année, murmures des jets d'eau, bruissements de soie, confidences échangées à l'ombre des éventails, s'accroissait le nombre des épouses dans le gynécée. Or, en ce temps-là, se présenta à la cour une ambassade du pays des Huns. La guerre s'était longtemps prolongée en cette contrée sauvage et l'Empire. Yuan, prince sage, désirait la paix. Il reçut les barbares avec courtoisie et mille civilités. Il décida enfin de leur offrir un présent qui les comblerait. Mais lequel? Ces gens grossiers n'aimaient ni les porcelaines fines, ni les coffres laqués, ni le jade, ni les soieries au ton délicat. Sire, dit le Premier ministre, me permettez-vous une suggestion? L'empereur acquiesça. Offrons au roi barbare l'une de vos femmes. Oh, se récria la foule des courtisans indignés. Sire, c'est le seul présent qui scellera définitivement la paix entre nos deux pays. Soit, dit l'empereur. Votre Majesté voudra certainement désigner celle de ces femmes qui a le moins d'attrait. C'est encore trop d'honneur pour ces barbares. Qu'il en soit ainsi, dit l'empereur. J'ordonne que les peintres de la cour fassent le portrait de toutes mes femmes. Je choisirai celle qui devra partir dans les contrées lointaines. La nouvelle courut comme un feu de paille dans le gynécée. Les peintres de la cour venaient faire le portrait de toutes les femmes. La moins belle, la moins désirable partirait en exil dans les contrées lointaines. Aucune ne voulait s'en aller dans ce pays sauvage et servir de jouet à un roi barbare. Toutes entreprirent de gagner à leur cause les peintres de la cour et s'efforcèrent de paraître à leur avantage. Elles soignèrent à l'infini leurs visages, n'épargnant ni les onguents ni les fards, lissant leurs cheveux, se parant de bijoux. Elles rivalisèrent en flatterie, en sourires, en mignardise auprès des peintres de la cour. Toutes relevèrent leurs joues et leurs fronts de poudre d'or, toutes sauf une. Oshokun était belle, d'une beauté si évidente, si lumineuse, que les autres femmes s'éteignaient en sa présence, comme la lumière des lanternes à la clarté du matin. Elle se présenta devant les peintres quand vint son tour, sans apprêt, sans bijoux, le visage nu, et ne chercha pas à les séduire. Les peintres, vexés de son indifférence, lui ajoutèrent quelques traits grossiers qui déparaient malignement ce merveilleux visage. L'empereur reçut les portraits, et ils se ressemblaient tous, sauf un singulièrement nu et sans apprêt. Il désigna Oshokun et fit part de son choix aux émissaires étrangers. Il ordonna que l'on signifie à son cadeau qu'elle se tint prête à
puisque je dois sacrifier l'une de mes femmes, autant choisir la moins parée, la plus insensible aux grâces de cour. Le lendemain, cependant, au milieu de la matinée, il ordonna brusquement à son grand chambellan d'aller chercher Oshokun, qu'il n'avait jamais vu et dont il voulait faire la connaissance avant de la remettre à l'ambassade des Huns. Alors Oshokun pénétra dans la salle du trône, et ce fut comme une caresse de printemps, un cerisier en fleurs qui apparut à ses yeux éblouis. Oshokun se tenait droite, fière et belle, d'une beauté inouïe qui transperça son cœur. Elle gardait les yeux baissés, sans parler, et il l'aima. Quand Oshokun regarda à son tour le jeune empereur pétrifié sur son trône, son cœur de jeune vierge farouche faiblit aussi, et connut l'amour. L'empereur avait donné sa parole, annoncé son choix aux dignitaires de la cour. Les émissaires étrangers allaient regagner leur pays. Le destin était fixé. Ainsi vécurent dans la mélancolie le reste de leurs jours Oshokun, la tant si belle, et son empereur bien-aimé. Ainsi a-t-il été rapporté des choses du passé. Mourir à quel âge? Ryokan, le poète du XVIIIe siècle, le saint François d'Assise du bouddhisme, qui savait parler aux plantes, aux insectes, aux oiseaux, était connu dans tout le Japon pour sa sagesse et l'efficacité de ses kitto. On venait de tout le pays le consulter et lui demander d'intercéder auprès des dieux. Or, un matin, un honorable moine tout sec, tout desséché par l'âge, se présenta devant la cabane de branchage. « Je suis honoré de ta visite, saint moine, dit Ryokan. Ta réputation de bonté est parvenue jusqu'à moi. Que désires-tu? Je voudrais un kitto, dit l'homme en caressant sa barbe courte et blanche. Volontiers, dit Ryokan. Et que souhaites-tu? Je voudrais que ma vie soit longue. Quel âge as-tu? J'ai 80 ans depuis les dernières fleurs de cerisier. Jusqu'à quel âge dois-je demander au Dieu que ta vie se prolonge? 100 ans. 100 ans me paraît un bon chiffre, oui. 100 ans, c'est bien. Je suis étonné, dit Ryokan, par la modestie de ta requête. Tu es venu de très loin pour me réclamer ce kitto. Pourquoi te contenter de 100 ans? Il est vrai, soupire le visiteur, que je répands constamment autour de moi sagesse et bienfaits. Que ne pourrais-je faire si je vivais davantage? Disons 120, 130. Fixons plutôt un chiffre rond. 150 ans, est-ce possible? Bien entendu, fit Ryokan. Nous disons donc 150 ans. Mais Kitto étant très précis, je vais t'en préparer un pour 150 ans exactement. Mais tu as bien réfléchi. Tu as 80 ans, il te restera 70 années à vivre, moins que tu n'as déjà vécu. Mais c'est très bien ce que tu désires. Tu es un homme sage et peu exigeant. Attends encore un instant, fait l'octogénaire. Il est vrai que 70 ans, c'est peu de choses, mais 80 premières années s'en sont allées comme un songe, et c'était hier, me semble-t-il, que je jouais avec mes frères et sœurs dans le jardin de mes parents. La seconde partie de la vie, observe Ryokan, est comme l'autre versant de la colline. On le descend bien plus vite que l'on a gravi le premier. Soit, je me rends à tes raisons, sage Ryokan. Fais-moi un kitto pour, disons, 300 ans. Ryokan se gratte la tête et ne bouge pas. Eh bien, qu'attends-tu, s'impatiente le visiteur. Ma demande est-elle excessive, ajoute-t-il inquiet. Non, non, je réfléchissais, dit Ryokan. Pourquoi, au fond, t'arrêter à 300 ans? On raconte que certaines tortues vivent 1000 ans, et aussi les grues. Pourquoi 300 ans seulement? 1000 ans? Après tout, la perspective ne manque pas d'attrait. J'ai tant de bonnes actions à accomplir. Je pourrais faire tellement plus de bien en 1000 ans. Ryokan ne bouge pas et semble perplexe. Je pèse tes paroles, saint moine, et je vois comme ta vie est précieuse. La meilleure solution serait que tu ne meures pas. Tu pourrais me faire un kitto qui m'épargnerait de mourir. Oui, mais ce serait très, très cher et très difficile. Je suis prêt à payer le prix qu'il faudra, à pratiquer les plus durs exercices. Tu m'as convaincu, noble Ryokan. Je t'en prie, j'accomplirai tout ce que tu exigeras. Fais
donne-moi le Kito qui me rendra immortel. » Dès ce jour, Ryokan prit avec lui dans son humble cabane de branchage le vieux moine qui venait du nord. Ils coupaient le bois ensemble, allaient chercher l'eau à la rivière, dormaient à même le sol de terre battue, et ils priaient et méditaient pendant de longues heures. Ils mangeaient leur bol de riz, où ils riaient en regardant le vol d'un jet maladroit. Au printemps, Ryokan composa des poèmes. Ce monde n'est plus que fleurs de cerisier. Et encore, le rossignol du rêve m'a réveillé, mon riz du matin. Ou bien, la barque à riz se dirige vers la lune du troisième jour. Ainsi passèrent un hiver, un printemps, un été. Ils étaient tous deux assis devant la cabane un soir de fin d'été et contemplaient le premier vol d'oies sauvages, quand Ryokan déclara: « Je vais procéder demain à la cérémonie du Kito, qui te fera immortel, comme nous en étions convenus. » « Je ne comprends plus, dit l'octogénaire songeur en caressant sa barbe qui avait beaucoup poussé. Pourquoi t'ai-je réclamé ce Kito? Les canards mandarins et le samouraï. Il y a de cela bien longtemps, sur les bords du lac Mimidoro, que l'on appelle aujourd'hui Misoro, au nord-est de Kyoto, un couple de canards mandarins vivait en paix. Il fallait voir, à la belle saison d'été, le mâle bondir sur l'eau, prendre son envol, ses moustaches oranges, son bec rouge sombre et ses magnifiques ailes frisées. Madame et les enfants, vêtus d'un modeste gris, même l'aîné qui portait encore la robe juvénile, ne le quittaient pas des yeux. Le soir, les canetons rassasiés et endormis, monsieur, d'un tendre coup de bec sur la joue blanche et gracieuse, disait bonsoir à son épouse et, dans le trou de l'arbre qui leur servait de maison, toute la famille glissait au pays des rêves. L'année qui suivit, au premier jour du printemps, un jeune samouraï vint installer sa cabane au bord de l'étang. Sa femme attendait leur premier enfant. Ils étaient pauvres. Le samouraï avait dû acheter son équipement, les culottes bouffantes, les cuissardes, les manchettes métalliques et la cuirasse à 4 pans. Sa femme lui avait confectionné le bandeau de résolution. Sa mère avait économisé longtemps pour lui offrir les 2 épées traditionnelles, la longue et la courte. Mais il ne possédait pas encore le masque effrayant destiné à terroriser l'ennemi. Il attendait qu'un noble seigneur le prenne à son service. Cette nuit-là, sa femme le réveilla et lui dit: « Mon tendre époux, je sais que nous sommes pauvres et je ne voudrais pas vous importuner, mais je sens depuis quelque temps une envie irrésistible de manger de la viande, et j'ai peur que votre fils n'en pâtisse. » Le jeune samouraï ne dit mot. Il prit son arc et sortit dans la nuit. Il se posa au bord de l'étang à l'affût de quelque proie. Par hasard, le canard mandarin faisait une promenade nocturne. À l'éveil du printemps, le nid est encore vide, et il songeait au rude travail de l'été qui l'attendait, quand il faudrait nourrir toute la maisonnée. Le samouraï aperçut ses ailes frisées qui scintillaient sous la lune. Il tira une flèche et le tua. Il l'emporta dans un sac et, arrivé chez lui, il le fixa sur une perche devant la cabane. Puis il regagna sa couche et s'endormit. Un bruit insolite le tira du sommeil, une sorte de tape, tape, comme un bruit d'aile. Le canard n'est que blessé, songea-t-il. Il se débat au bout de la perche où je l'ai attaché. Il prit un couteau et sortit. Le canard mandarin suspendu par les pattes était bien mort, mais sa femelle était venue, et elle battait des ailes au-dessus de lui. Le samouraï fit étinceler la lame de son couteau et le brandit. La canne mandarine ne bougea pas, ne quitta pas la place. Alors, il alluma un feu pour les rôtir tous les deux, mâle et femelle. La canne continuait à battre des ailes, indifférente à son sort, pleurant son époux mort. Le samouraï fut alors saisi d'un sentiment inconnu. Il alla réveiller sa femme,
fille exemplaire, protégeant les animaux, se souciant du moindre insecte, et son nom depuis est vénéré. Ainsi a-t-il été rapporté des choses du passé. Rinki l'éléphant. Ryoto, jeune moine bouddhiste, se plaint de ne pouvoir tenir sa pensée en repos. Elle saute sans cesse comme un cabri, ou comme un éléphant sauvage, dit le vieux maître zen. Ryoto, voyant pétiller l'œil de son maître, devine qu'il va lui conter une histoire, et il s'assied à ses pieds à l'ombre du bananier. Rinki était un éléphant sauvage que l'on captura à l'âge de 3 ans. Une robe gris clair sans défaut, les défenses longues, minces et pointues, des oreilles en forme triangulaire parfaite, un beau mâle que son maître, un marchand d'éléphants dressés, espérait vendre un bon prix au seigneur du royaume. On attacha Rinki à un piquet au bout d'une corde très solide. Le jeune éléphant se mit à se débattre avec énergie, avec furie. Il ruait et piétinait sauvagement la terre sous ses lourdes pattes, parissé à fendre l'âme. Mais le piquet était bien enfoncé et la corde épaisse. Rinki ne pouvait se débarrasser ni de l'un ni de l'autre. Alors il entra en rage désespérée, mordant l'air, levant la trompe, parissant lamentablement vers le ciel. Il s'épuisait en efforts et en cris. Quand, brusquement, un matin, Rinki se calma. Il ne tira plus sur la corde, ne maltraita plus le sol de ses 4 pattes, ne fit plus trembler le voisinage de ses parissements. Alors le maître le détacha. Il put aller d'un endroit à l'autre, portant un baril d'eau, saluant chacun, rendant service à la communauté. Il fut heureux et libre. Ta pensée est comme un éléphant sauvage, dit le vieux maître à son disciple. Elle prend peur, saute en tous sens et barille aux 4 vents. Ton attention est la corde, et l'objet choisi de ta méditation, le piquet enfoncé dans le sol. Calme ta pensée, apprivoise-la, maîtrise-la, et tu connaîtras le secret de la vraie liberté. Son Excellence, Monsieur le gouverneur Musho Keishu, est en voyage. Il chemine au pas lent de ses porteurs vers Kamakura, la grande capitale shogunale. Confortablement adossé au coussin de soie, les mains posées sur son petit ventre rond qui tressaute aimablement au rythme de sa litière, Monsieur le gouverneur somnole un peu et rêve. Sa garde personnelle de nobles samouraïs l'entoure et le protège. Suivent en bon ordre les serviteurs, les animaux, les bagages. Monsieur le gouverneur, un sourire béat sur son visage lisse, tout doucement, s'endort. Dans les collines de Kamaru, en un lieu paisible qui domine à la fois la ville et la mer, le maître Zen Unkei a installé son atelier de statuaire derrière une modeste pagode. Il sculpte dans le bois des bouddhas au sourire éternel. Il reçoit aussi des gens de toutes conditions qui sollicitent ses conseils. Unkei est un homme à l'écorce rude, un silencieux, mais il ne refuse jamais son aide et chacun le vénère. Ce matin précisément, le jeune moine qui fait office de portier s'approche d'un air affairé. Il tient religieusement dans ses mains une carte de visite merveilleusement ornée et décorée. On peut lire « Son Excellence Musho Keishu, gouverneur de Kyoto, conseiller particulier du shogun. » Je n'ai rien à dire à cet homme, dit sèchement Unkei qui laisse tomber la carte et reprend son travail. Le jeune portier, déconcerté et effrayé, revient annoncer au serviteur de son Excellence le refus de son maître. Il attend en tremblant la réaction du haut personnage qui n'a pas quitté sa litière. Moine, son Excellence t'attend. Le portier, plus mort que vif, se présente humblement devant Monsieur le gouverneur confortablement adossé à ses coussins de soie. Ton maître ne veut pas me recevoir, demande son Excellence, plus étonné qu'irrité. T'a-t-il donné une raison? Non, Seigneur. Sait-il que je pourrais ordonner la fermeture de son atelier, l'emprisonner lui et les siens, et faire empaler ses serviteurs?
Pitié, Seigneur, s'écrie le jeune novice en tombant à genoux. Son Excellence le gouverneur n'est pas un méchant homme. Il médite un instant, mollement adossé à ses cousins de soie. Autour de lui, la garde des samouraïs s'est raidie. Certains ont déjà la main sur leur sabre. Fait le gouverneur, je vais essayer quelque chose. Il biffe tous ses titres et ne laisse sur la carte de visite que son nom, Musho Keishu. Va redonner à ton maître ma carte de visite. Un kei est en train de laquer un Bouddha de bois. Il prend la carte que le portier lui tend en tremblant. Je recevrai cet homme avec plaisir, dit-il. Un soir d'automne, le brouillard épais masque presque entièrement la rivière à Saitama. Un moine et un novice s'apprêtent à traverser sur une barque légère. Les flots sont jaunes et tumultueux, un vent violent s'est levé. Maître, je sais bien que l'on nous attend au monastère de Rishiko, mais ne serait-il pas prudent de remettre notre visite à demain? Nous pourrions manger une boulette de riz et dormir dans la hutte de branchage que j'aperçois là-bas. Son maître gardant le silence, Kazuku se résigne à embarquer et commence à ramer. On ne voit de l'autre rive qu'une ligne sombre perdue dans le brouillard. Maître, la rivière est large et le vent qui souffle par le travers nous empêche d'avancer à notre gré. Une dizaine de minutes s'écoulent, qui semblent une heure à Kazuku. Il rame en silence. Soudain, lâchant les rames, il se dresse, le bras levé. Maître, maître, regardez cette barque qui émerge du brouillard. Elle vient droit sur nous. Maître, elle va nous heurter, nous éventrer, nous allons chavirer. Ohé, du pilote! Oh, oh, du pilote! Si je tenais celui qui gouverne cette embarcation, je lui assènerais un bon coup de bâton qui lui ôterait l'envie de mettre en danger de saints hommes comme nous. Maître, maître, voyez, la barque approche, elle va nous éperonner de sa proue effilée. J'aperçois maintenant le pilote, ce timonier assassin dort paisiblement. Maître, la barque est tout près. Par Brahma, que ce pilote criminel soit maudit, que le cycle de ses renaissances s'étende sur 1 million d'années, qu'il soit chacal, hyène, rat, punaise. À l'instant du choc, un remous opportun ou une manœuvre habile du maître écarte le danger, et les deux barques indemnes poursuivent leur chemin. Tu as observé l'intérieur de la barque, Kazuku, demande le moine zen. La forme que je prenais pour un homme était un sac de grains. Dis-moi, Kazuku, contre qui t'es-tu emporté? Le miroir magique. Iriku avait beaucoup aimé son père. Aujourd'hui, le vieillard avait rejoint les ancêtres. Souvent, quand il tressait un panier de bambou, Iriku songeait. Si mon épouse n'avait eu tant d'aversion pour mon honorable père, il aurait été plus heureux dans ses vieux jours. Je n'aurais pas hésité à lui manifester mon affection, mon respect filial. Nous aurions eu de longues et douces conversations. Il m'aurait entretenu des gens et des choses du passé. Et une mélancolie le prenait. Un jour de marché, Iriku le vannier écoula son stock de paniers plus rapidement qu'à l'ordinaire. Il se promenait un peu désœuvré parmi les éventaires quand il remarqua un marchand chinois qui ouvrait souvent des objets étranges. « Approche, Iriku, dit le marchand, j'ai là quelque chose d'extraordinaire. » Et avec un air de mystère, il retira d'un coffre un objet rond et plat, recouvert d'une étoffe de soie. Il le plaça entre les mains d'Iriku, et avec précaution, il fit glisser l'étoffe. Iriku se pencha sur une surface polie et brillante. Il reconnut dedans l'image de son père, tel qu'il avait été au temps de sa jeunesse. Bouleversé, il s'écria. « Cet objet est magique. »« Oui, dit le marchand, on appelle cela un miroir, et sa valeur est grande. » Mais la fièvre avait saisi Iriku. « Je t'offre tout ce que je possède, dit-il. Je veux ce miroir magique, et emporter chez moi l'image de mon père bien-aimé. » Après un long palabre, Iriku abandonna au marchand toute sa recette de la matinée. Dès qu'il fut rentré chez lui, Iriku alla dans son grenier et cacha l'image de son père dans un coffre. Les
Sa femme ne tarda pas à remarquer son étrange conduite. Un après-midi, alors qu'il abandonnait un panier à moitié tressé, elle le suivit. Elle le vit monter au grenier, fouiller dans un coffre, en extraire un objet inconnu, le regarder longuement en affichant un air mystérieux de plaisir. Il recouvrit ensuite l'objet d'une étoffe et le rangea avec des gestes d'amour. Intriguée, elle attendit son départ, ouvrit à son tour le coffre, découvrit l'objet, vit glisser l'étoffe de soie, regarda et vit une femme. Furieuse, elle descendit et apostropha son mari. Ainsi, tu me trompes en allant contempler une femme 10 fois par jour dans le grenier. Mais non, fit Riku, je n'ai pas voulu t'en parler parce que tu n'appréciais guère mon père, mais c'est son image que je vais voir, et cela apaise mon cœur. Misérable menteur, vociféra la femme, j'ai vu ce que j'ai vu. C'est une femme que tu as cachée au grenier. Je t'assure. La dispute s'envenimait, devenait infernale lorsqu'une nonne mendiante se présenta à la porte. Le couple réclama son arbitrage. La nonne monta au grenier et revint. C'est une nonne, dit-elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.